L'Europe de demain, elle ne sera pas née de la démocratie, c'est absolument certain. Parce que tout le monde a compris qu'il n'y aura pas de référendum, qu'il n'y aura pas de consultation populaire, qu'on ne va pas demander son avis à la population européenne. It is really puzzling to me that having just buried one monster, the Soviet Union, another remarkably similar one, the European Union, is being built. Exactly what is the European Union? Perhaps by examining the Soviet version we can get the answer. Il se trouve que l'Union européenne, elle a tranché pour vous. Vous n'avez pas eu voix au chapitre. On a mis en place en 1957, avec le traité de Rome, on a mis en place un système de façon assez astucieuse, puisque pendant toutes les premières années, pendant 20 ans, 25 ans, on n'a pas appliqué le traité de Rome. On l'a mis en place et on ne l'a pas appliqué. Alors les gens se sont... Au début, ils étaient très méfiants. Mendes France vitupérait ce traité en disant c'est pas bien du tout, on va perdre notre souveraineté, il y a beaucoup à perdre à ce traité. Et puis finalement, avec les années, comme on voyait que ça changeait rien, on était protectionniste, on était nationaliste, on avait le contrôle de notre monnaie, ce traité ne changeait rien à notre vie finalement. Il y avait un contrôle d'échange, il y avait notre monnaie, il n'y avait pas de libre-échange, finalement ce traité prévoyait des choses qui n'étaient pas appliquées, on a baissé la garde et on ne s'est pas méfié. Et puis dans les années 80, sans rien dire à personne, ils ont activé le traité de Rome, ils ont commencé à l'appliquer. Ils ont commencé à appliquer le libre-échange, à libéraliser les capitaux, les mouvements de capitaux, à permettre le libre établissement de n'importe quelle entreprise dans n'importe quel État. Donc ils ont commencé à permettre la mise en place de la concurrence de tous contre tous. Et nous, on était endormis, on avait relâché notre vigilance. Et à chaque fois qu'il y avait des militants valeureux qui protestaient, on leur envoyait dans les dents, mais attendez, vous protestez contre quelque chose qui est écrit depuis 57. Et il est du droit normal d'un gouvernement et d'un parlement que de renoncer au bénéfice d'une entité plus importante, en l'occurrence l'Europe, à tel ou tel aspect de ses compétences. Ce n'est pas dit de sa souveraineté. Cela se produit depuis 1957, c'est-à-dire depuis le traité de Rome. C'est très astucieux, quand même, très astucieux. Mettre en place le système par petits pas, progressif, les gens voient rien, ou ils voient, mais bon, c'est pas suffisamment grave pour se soulever. Et puis au bout du compte, vous avez une machine épouvantable qui s'est mise en place. À partir du moment où l'État, en 1973, a renoncé à créer la monnaie, à partir du moment où il a accordé, il s'est obligé lui-même, donc il nous a obligés à s'endetter auprès des marchés financiers, c'est-à-dire auprès de ceux qui ont de l'argent, pour se financer en monnaie, pour financer les dépenses publiques, les investissements publics. À partir de ce moment-là, la dette publique qui n'existait pas, il n'y avait pas de dette publique, quasiment rien. Cette dette s'est mise à augmenter. La vraie raison du surendettement de la France, ça n'est pas son système de protection sociale, ça n'est pas ses services publics, c'est en réalité la loi de 1973. Si on ne s'occupe pas de la création monétaire, on fait que gesticuler. Ça veut dire que les États, par le mécanisme de l'Union européenne, par le mécanisme de l'article 104 de Maastricht qui interdit aux États de créer eux-mêmes leur monnaie et qui donc leur impose d'aller chercher l'argent où il y en a, c'est-à-dire dans les pattes des plus riches,
est un outil qui met les États en servitude par rapport aux plus riches. Ça n'a rien à voir avec l'intérêt commun, rien à voir avec l'intérêt général. C'est le contraire, c'est une trahison, c'est un sabordage absolu. Ça date de Maastricht, ça date de 92. Moi j'ai voté oui à Maastricht, je ne savais pas ça du tout. On n'en a absolument pas parlé en 92. En 92, on nous parlait de la monnaie unique, on nous parlait de l'euro, on ne nous parlait pas du tout de l'article 104. Il n'y a jamais eu de débat public là-dessus. On s'est fait enfumer. Enfumer. On s'est fait rouler. C'est une trahison absolue. Il n'y a pas d'autre mot. D'abord, tous ceux dont j'ai le privilège d'avoir fait partie, ont tenu la plume pour écrire les premières versions du traité de Maastricht. On s'est bien engagé, fait en sorte que sortir ne soit pas possible. On a soigneusement oublié d'écrire l'article qui permet de sortir. C'était pas très démocratique, évidemment, mais c'était une grande garantie pour rendre les choses plus difficiles, pour nous forcer d'avancer. Corruption was built into the Soviet system from top down, and so it is in the EU. Pour comprendre pourquoi cet économiste que vous entendez à la radio parle, cherchez à savoir pour qui il travaille. Et vous allez voir que c'est pour une revue, pour un journal économique qui appartient à une banque ou qui travaille directement dans une banque. Vous allez voir que cet économiste qui parle tous les matins, tous les soirs, il travaille directement pour une banque. Vous allez voir. Et ça permet mieux de comprendre que c'est vraiment une pensée prostituée. Ces gens-là servent à justifier avec un vernis scientifique qui est totalement fantaisiste. Ces gens-là prétendent que le marché alloue idéalement les ressources, c'est-à-dire répartit les ressources idéalement. C'est une blague, on voit, ça n'a jamais marché, les faits montrent tout le contraire, le radical contraire tout le temps. J'ai pris les deux plus importants, omniprésents dans les médias, Christian de Boissieu, qui est d'ailleurs le président du Conseil d'analyse économique, et puis Jean-Hervé Lorenzi, qui est le président du Cercle des économistes. Mais au lendemain du dernier sommet européen, c'est Jean-Hervé Lorenzi qui a intervenu dans le 7-9 de France Inter en tant que président du Cercle des économistes. Le samedi matin, à la veille du G20, dans On n'arrête pas l'écho, on avait Mathilde Lemoine du Cercle des économistes, qui elle était chez HSBC, et le lundi soir, on avait, pour tirer les conclusions du G20, dans le téléphone sonne sur France Inter, Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes. C'est tout le temps comme ça. Et dès qu'il y a un événement et qu'il faut les commenter, les grandes rédactions des grandes chaînes et leurs grands journalistes avec leur cercle, leur réseau de connivence, se précipitent toujours sur les mêmes. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Christian de Boissieu, président du Conseil d'analyse économique auprès du Premier ministre et professeur d'économie à Paris 1, la Sorbonne. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Cherchez à savoir pour qui il travaille. Je pense que la persistance du chômage, malgré la reprise de la croissance... Cherchez à savoir pour qui il travaille. Christian Boissieu, bonjour. Je rappelle que vous êtes président du Conseil d'analyse économique et que vous conseillez à ce titre le Premier ministre. Vous ne devez pas chômer d'ailleurs ces jours-ci. Cherchez à savoir pour qui il travaille. Peut-être que les gens se mettraient à réfléchir à deux fois si on leur disait que, par ailleurs, Christian de Boissieu préside la commission des activités financières de la Principauté de Monaco, qui est quand même un authentique paradis fiscal, préside le conseil scientifique de CO Eurexecode, qui regroupe près de 80 entreprises représentant 1900 milliards d'euros à la fois dans le secteur industriel et dans le secteur bancaire, conseiller économique d'un fonds spéculatif, un hedge fund, etc., etc. Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes, invité du Zoom ce matin. Cherchez à savoir pour qui il travaille. Bonjour, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes et membre du Conseil d'analyse économique auprès du Premier ministre. Monsieur Lorenzi, bonjour. Bonjour. Merci. Cherchez à savoir pour qui il travaille. L'ensemble des problèmes d'humanité, on se demande comment est-ce qu'il y a un problème d'humanité qui n'est pas en fait
à l'origine, l'origine n'est pas la création de l'euro. Cherchez à savoir pour qui il travaille. Alors, monsieur Jean-Hervé Lorenzi, vous êtes à la compagnie financière Edmond Rothschild, membre du conseil de surveillance de la compagnie financière Saint-Honoré, conseiller du directoire de la compagnie financière Edmond Rothschild, membre du conseil d'administration Eramet, groupe minier métallurgique, c'est ça? Oui, mais personnalisé, je trouvais que ça avait des parfums un peu des années 30. On discute économie, et pas des individus. C'est effectivement ce qu'il m'a répondu. C'est ce qu'il m'a dit aussi, c'est vrai, Oui, des attaques oui, ad hominem. Effectivement, des attaques ad hominem. Alors, simplement, si le fait de mettre noir sur blanc des fonctions parfaitement officielles est considéré comme de la délation, je me demande où on va. Je regardais la composition du conseil scientifique de l'autorité des marchés financiers, oui, dans lequel il y a un certain nombre d'économistes de banque. Alors il y a Patrick Artus de Natixis, Olivier Davan de DPA Invest, Olivier Garnet de la Société Générale, Ruben Lee de Oxford Finance Brooks, ainsi de suite. Corruption was built into the Soviet system from top down, and so it is in the EU. J'ai toujours été un Européen convaincu depuis l'origine. Mais certains vont me dire, vous êtes nationaliste, vous êtes contre l'Europe. Je réponds, oui, dans ces conditions, je suis nationaliste parce que je suis patriote. J'ai toujours été un Européen convaincu depuis l'origine. Eh bien oui, soyons nets, cette Europe de l'impuissance, cette Europe ouverte comme une passoire à toutes les crises du monde, cette Europe non européenne, cette Europe mollusque, cette Europe où la France serait engluée comme dans un marécage, je le dis avec calme et détermination, cette Europe-là, nous ne l'accepterons jamais. J'ai toujours été un Européen convaincu depuis l'origine. Et la solution est évidemment, utopiquement, et nous la partageons tous, une démocratie mondiale, un gouvernement mondial qui aurait les moyens de financer les infrastructures. Aux États-Unis, à l'Europe, à l'ensemble des pays de la planète, de se doter d'une gouvernance mondiale dont nous voyons aujourd'hui qu'elle est essentielle pour résoudre les grands problèmes d'environnement. Et Barack Obama est engagé sur ces questions d'environnement. Il veut signer le protocole de Kyoto. Ouais. Eh bien, nous avons besoin de cette gouvernance mondiale. Alors jamais la nécessité d'un nouvel ordre international n'a paru aussi nécessaire autour de trois principes que nous portons depuis des années. Les socialistes, mais pas simplement les socialistes. Tous ceux qui ont une conception multilatérale de l'organisation du monde et universelle. Le sommet mondial pour refonder le capitalisme, c'est l'Europe qui l'a proposé. Le nouvel ordre mondial, c'est autour des propositions de l'Europe qu'il se construira. 2009 peut être l'année de naissance d'un nouveau capitalisme, d'un nouvel ordre mondial. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. L'euro va changer l'Europe. Et d'abord les mentalités. Et je tiens ce soir à vous rendre hommage. L'euro, c'est d'abord le fruit de vos efforts et de vos succès. C'est aussi l'expression de votre lucidité et de votre esprit d'ouverture. Car si vous ne l'aviez pas voulu, si vous ne l'aviez pas rendu possible, nous serions restés en dehors de cette grande aventure.
nous, Français, c'est une chance. L'euro nous apportera plus de choix dans nos achats, des prix plus bas. Je crois qu'on ne peut pas obtenir de progrès social et de progrès économique aujourd'hui avec l'euro. Je ne suis pas la seule. Excusez-moi 2 minutes. Parce que, vous savez, les Français qui nous écoutent, ils ont un seul son de cloche. Ils ont le son de cloche du système. Le système défend l'euro à tout prix. Au prix d'ailleurs du pouvoir d'achat, au prix de la protection sociale, au prix de nos libertés, au prix de notre souveraineté, au prix de tout. Il y a d'autres économistes qui préconisent la fin de l'euro, mais ils ne sont pas d'accord avec vous sur les modalités. Il y en a effectivement un certain nombre. Si, il y en a qui sont d'accord avec moi. Il y a M. Jean-Jacques Rosat, l'euro, comment s'en débarrasser. Il y a M. Alain Cotta, sortir de l'euro ou mourir à petit feu. Il y a M. Saint-Étienne qui nous explique qui n'est pas tout à fait lui d'accord avec nous, mais qui nous explique que l'euro est mort. Il y avait M. Allais, excusez-moi de le nommer, hein, c'est quand même le seul, prix Nobel d'économie français. Chronique d'une mort annoncée sur l'Europe. Monsieur Morad El Hattab, c'est dommage que vous l'invitiez pas plus souvent. La vérité sur la crise, où il dit la même chose. Monsieur Nikonov, tiens, très intéressant. Monsieur Nikonov, c'est un homme de gauche. C'est l'ancien président d'Attac, vous voyez. Alors, aujourd'hui, grâce au Front National, qui sert somme toute de laboratoire d'idées, Monsieur Montebourg parle de la démondialisation, Madame Royal trouve que pour finir, la mondialisation n'a pas que des avantages. Je suis heureuse de voir que nous avons ouvert la porte et que d'autres, en l'occurrence, nous suivent. Et puis, je dis moi, je ferai des choix et j'assumerai ces choix politiques. Et lorsque ces choix, monsieur, viseront à des orientations qui me paraissent essentielles à l'avenir des Français, je leur demanderai leur avis par référendum, parce que je crois qu'il faut rendre la parole au peuple, qu'on ne l'écoute plus, qu'on ne l'entend plus et que ça ne peut plus durer. De nouvelles parts de marché, de nouvelles possibilités d'investissement et donc d'emploi. Il y a 18 mois, le groupe décide de délocaliser la production. Pourquoi la France a-t-elle perdu en quelques années 40% de sa force de frappe industrielle? Eh bien, il faut se souvenir que cette évolution a été, sinon souhaitée, du moins acceptée pendant très longtemps. Ici, les maires des petites communes se sont habitués aux fermetures d'usines, aux délocalisations d'entreprises et à tous ces sites abandonnés. Et depuis 20 ans, à coup de fermeture d'usines, la France a tourné la page d'une industrie florissante. L'usine du Havre-Sandouville est une usine d'assemblage. On y reçoit tous les éléments de la future R16. En 1966, Renault produisait encore l'essentiel de ses voitures en France. Aujourd'hui, le constructeur ne produit plus que 20% de ses modèles dans l'Hexagone. Le reste a été délocalisé. Le constructeur automobile français Renault a inauguré jeudi une usine géante à Tanger dans le nord du Maroc. Cette inauguration ravive en France la polémique sur les délocalisations à moins de 3 mois des élections présidentielles. L'usine de Tanger, véritable tête de pont de Renault pour l'Afrique, emploiera à terme 6000 salariés. Elle va relayer l'usine Dacia de Pitesti en Roumanie, arrivée à saturation. Le symbole d'une industrie française qui a perdu 500 000 emplois depuis l'an 2000. 2 millions depuis 1980. Et sa part dans la richesse nationale a diminué de 24 à 14%. Ici à Flins, en 5 ans, déjà 1100 emplois ont été supprimés d'après les syndicats. Alors... 240 € le salaire moyen là-bas, pour les gens qui vont travailler pour l'usine, ça fait peur. Hein. Ça va leur faire du boulot à eux. Mais pour nous, malheureusement, je pense que ça va nous réduire tout ce qui est production, tout ce qui est pièces. Il nous apportera plus de stabilité dans un monde incertain. Comme Alcatel, où le patron de l'époque annonce dans la presse la fermeture d'une centaine de sites de production en France,
et d'y rêver d'une entreprise sans usine. Quelques mois plus tard, il enfonce le clou. J'ai dit tout haut ce que la plupart des industriels du secteur font ou pensent tout bas. Plus de force face aux grands pôles économiques et politiques qui existent ou se développent sur la planète. Car à Florange en Lorraine, le dernier haut fourneau est à l'arrêt depuis septembre. Une fermeture temporaire selon la direction du groupe ArcelorMittal, mais les 3000 salariés comme Patrick Dobremer, cantonnés à de la maintenance, craignent que le chômage partiel soit le début d'un long tunnel. On travaille 6 jours d'affilée et après pendant 14-20 jours on est à la maison. Voilà. Avec mon épouse, on avait entamé une démarche pour construire une maison et quand les banquiers me voyaient arriver avec mon salaire de ArcelorMittal, quand ils voient ArcelorMittal, il fait des gros yeux le banquier, hein, il dit oui, ça va pas fermé, c'est pas fermé déjà. Les 2 derniers hauts fourneaux d'ArcelorMittal, rescapés de 20 ans de désindustrialisation en Lorraine. Un fort chômage permet aux patrons d'imposer de bas salaires. Parce que les gens ayant peur pour leur boulot ne sont pas exigeants, et ils sont plus dociles et il y a moins de pression sur les salaires, donc il y a moins de pression sur les coûts. Donc ça permet aux patrons de continuer à faire de gros profits. Et c'est pas écrit comme ça, bien sûr. Bien sûr, dans les institutions européennes, on ne dit pas les institutions garantissent que le chômage sera à un haut niveau. Si c'était écrit comme ça, on aurait des révolutions. Non, c'est plus malin. Corruption was built into the Soviet system from top down, and so it is in the EU. Tout commence en 2001. La Grèce rentre de justesse dans la zone euro. Pour répondre aux critères draconiens européens sans trop se serrer la ceinture, elle fait appel aux experts de Goldman Sachs. Diminuer sa dette tout en continuant à dépenser, c'est possible. Goldman Sachs prend 10 milliards de dettes émises en dollars et en yens et les transforme en 9 milliards de dettes apparentes et 1 milliard de cash, le tout en euros. L'astuce, utiliser un taux de change sur mesure. Mais ça ne suffit pas. Goldman Sachs crée alors un produit financier et permet au pays de toucher de l'argent tout de suite en vendant ses recettes de demain, taxes aéroports ou loterie. Pour ses bons conseils, la banque empoche 300 millions de dollars de commission. La dette grecque est camouflée, le pays peut continuer à dépenser. Pendant ce temps, qu'a fait Goldman Sachs? Goldman Sachs est allé voir les hedge funds qui étaient ses clients, ces fonds spéculatifs avec lesquels elle travaille, et elle leur a dit, vous savez pas quoi, j'ai une info très intéressante à partager avec vous. La Grèce est beaucoup plus endettée qu'elle ne l'est en réalité. Ce que la Grèce ignore, c'est qu'au même moment, la banque américaine parie sur un défaut de paiement d'Athènes en achetant des CDS, sorte d'assurance contre le risque. En clair, Goldman Sachs joue sur tous les tableaux. Donc, délit d'initié, voilà, oui, tout à fait, ça s'appelle délit d'initié. La Grèce a partagé, Goldman Sachs a partagé cette information avec ses clients, ce qui a permis à des fonds spéculatifs d'attaquer cette dette à l'avance, sachant que les vrais chiffres de la Grèce allaient être révélés début 2010. Et c'est vrai que si on achète en juillet un CDS à 100 points de base, donc à 1%, et qu'on le revendait aujourd'hui, le prix de mon assurance a quasiment plus que triplé, et donc j'ai triplé mon investissement de couverture, et donc j'ai fait une assez forte plus-value. Goldman Sachs, ou l'art de gagner à tous les coups. Comme banque conseil, elle pousse au crime, comme banque de marché, elle en profite. Des méthodes cyniques, mais lucratives. En 2009, aux États-Unis, les salariés du secteur financier auront empoché près de 145 milliards de dollars de rémunération. In the Soviet Union, they told us we needed a federal state to avoid war. In the European Union, they are telling you exactly the same thing.
Le nationalisme, c'est la guerre. Escroquerie. J'ai donc vécu mon enfant. Escroquerie absolue. Pourquoi escroquerie? Escroquerie absolue parce que M. Mitterrand a fait croire que le patriotisme et le nationalisme guerrier seraient somme toute la même chose. Et du coup, il a désarmé le cœur des Français en leur interdisant de faire toute démarche et d'avoir tout fonctionnement qui consiste à faire passer l'intérêt de la France en premier. We were told that the purpose of the Soviet Union was to create a new historic entity, the Soviet people, and that we must forget our nationalities, our ethnic traditions and customs. The same seems to be true of the European Union. They don't want you to be British or French, they want you all to be a new historic entity, European. Regardez un billet en euros. Sur la face, vous avez, des portes et des fenêtres. Au dos, vous avez un pont. Alors là, on voit le pont. Beaucoup de gens reconnaissent le pont du Gard. Ce n'est pas le pont du Gard. Hein. Non, c'est un pont imaginaire parce que justement, les concepteurs ont eu comme ordre qu'en aucun cas on ne puisse reconnaître un monument existant car cela aurait été favoriser un pays d'Europe. Ah oui. Et vous dites tous ces monuments-là, les ponts, les portes, n'ont même pas été crayonnés à la main. Alors, tous ces billets sont inhumains dans la mesure où les couleurs sont choisies pour ne pas être naturelles, où tous les dessins sont faits par ordinateur. La seule chose humaine sur un billet d'euro, c'est la signature du président de la BCE. Tout est déshumanisé. Comment se fait-il que l'Europe, qui a un patrimoine humain et culturel et de monuments si riches, ait refusé de mettre sur ses billets, je ne sais pas moi, Léonard de Vinci, la Tour Eiffel, la porte de Brandebourg? C'est malheureusement très simple, c'est-à-dire que l'idée des fonctionnaires de Bruxelles était de supprimer toute référence nationale. Il fallait tuer l'idée de nation. In the Soviet Union, one of the grand purposes was the destruction of the nation state. And that's exactly what we observe in Europe today. Brussels intends to absorb nation states so that they should cease to exist. D'un mot, est-ce que c'est du jamais vu dans le monde, ça partout dans le monde, en Russie, les billets russes font référence au pays d'une façon ou d'une autre. Aux États-Unis, on sait qu'on a George Washington sur le 1 $. C'est pire que ça. La monnaie existe depuis 27 siècles. Oui. Et nous, numismates, nous connaissons tout ce qui a été fait depuis 27 siècles. Oui. Or, depuis 27 siècles, toutes les monnaies, sans exception, sont identitaires. Elles font référence. Bien entendu. Elles représentent pour le peuple qui les utilise ses grandes valeurs et ses grandes idées. Or, comment voulez-vous qu'on se reconnaisse dans des portes, des fenêtres et des ponts? Ce serait nier les identités. Ce serait susciter non la paix et la fraternité, mais la violence. Car rien n'est plus dangereux qu'une identité blessée, qu'une identité humiliée. Une identité humiliée, c'est une identité radicalisée. Corruption was built into the Soviet system from top down, and so it is in the EU. Mais hélas, les Français ne connaîtront, eux, que des deuils et de nouvelles souffrances. Cependant, ainsi que nous le recommandait le maréchal, n'écoutez pas ceux qui, cherchant à exploiter votre détresse, conduiraient votre pays au désastre. Français, restez calmes et disciplinés. Suivez les consignes du président Laval. Vous refuserez d'entendre les appels insidieux qui vous seront adressés. Vous refuserez à aggraver la guerre étrangère sur notre sol par l'horreur de la guerre civile.
Cependant, sans relâche, les divisions allemandes blindées montent en ligne. En une semaine, 400 tanks anglo-américains ont été mis hors de combat. The same endemic corruption activity that we saw in the old Soviet Union has flourished in the EU. Bonjour, information, pédagogie ou propagande? Les accusations montent à mesure que se déroule la campagne du référendum contre les médias audiovisuels accusés de confondre les trois. Alors les médias audiovisuels sont-ils neutres ou font-ils de manière ouverte ou subreptice la campagne du oui? Et il faudrait des gens différents. Ce qui est intéressant, c'est la variété, c'est la diversité, mais des regards différents et partiaux et subjectifs. On a continué à compter le nombre d'intervenants en faveur du oui et du non, essentiellement politiques dans les différentes émissions de débat, mais aussi tous ceux qu'on a pu entendre dans les journaux télévisés. Cherchez à savoir pour qui ils travaillent. Et quand on écoute parler les journalistes, et notamment les présentateurs de JT, on se rend compte qu'on est souvent dans l'imperceptible. Dans l'imperceptible, et ça peut même passer dans le subliminal quasiment. C'est des orientations qui peuvent se cacher au détour d'une phrase, d'un mot même, alors dans les JT par exemple. Si on ne fait pas bien attention, ça passe comme si de rien n'était. D'ailleurs, vous avez peut-être jamais rien remarqué, mais comme on va vous en donner l'occasion, si vous êtes très attentif ou bien très coupeur de cheveux en quatre, c'est à vous de voir, eh bien, vous décèlerez peut-être quelques perles de subjectivité. Hier, Philippe de Villiers a posé la question qui dérange en demandant tout simplement à Jacques Chirac quel financement était prévu pour la campagne, dans cette campagne, pour les partisans du non. Et c'est vrai qu'on n'y avait pas pensé. Bref, les Français très sceptiques, la plupart du temps, avant même de savoir d'ailleurs ce qu'il y a dans cette Constitution. Le débat, alors que les mauvais sondages se multiplient sur l'Europe et donnent le non en tête, que la Grèce, elle, a adopté hier soir le fameux traité constitutionnel. C'est le 6e pays à le faire. Tous sauf l'Espagne ont donc choisi la voie parlementaire pour ratifier ce traité, ce qui est quand même beaucoup plus facile que pour nous ici en France. Blanc, nul ou bien même absent. En boudant, les Français prendraient le risque d'enrayer la belle mécanique européenne. Surprenante attitude qui ne manque pas d'explication. Ombrageux Français qui n'aiment pas qu'on les pousse. Finalement, il rappelle un peu cet écolier de Prévert qui dit non avec la tête, mais oui avec le cœur. Et puis ce n'est encore qu'un sondage, bien sûr. Côté sondage, le oui va un peu mieux, selon le baromètre Ipsos Le Figaro Europe 1. L'Europe unie va fabriquer le plus gros avion du monde. Effectivement, Airbus, c'est d'une certaine façon l'Europe de la réussite qui s'affiche en pleine période électorale. Cherchez à savoir pour qui ils travaillent. Il est 21h59 et 55 secondes. Voici maintenant notre estimation Ipsos des résultats de ce référendum. Les Français rejettent la Constitution européenne. Le non l'emporte largement, 55% contre 45% pour le oui. Que les principaux partis de gouvernement, à savoir l'UMP, l'UDF ou le Parti Socialiste, les Verts, avaient officiellement appelé à voter oui. C'est ce soir une défaite cinglante d'abord pour l'exécutif et en particulier d'abord pour Jacques Chirac qui avait été l'initiateur de ce référendum. Une mauvaise nouvelle également pour les deux principaux responsables des deux plus grands partis politiques français, à savoir pour Nicolas Sarkozy pour l'UMP et François Hollande pour le Parti Socialiste. C'est un choc, David, ce soir, un choc pour l'Europe.
pas compris comment ça marche, ou bien ils sont payés pour s'occuper de tout sauf ça, quoi. Et c'est sûr que s'ils sont élus grâce à des financements par des banques, ils vont pas mordre la main qui les nourrit, quoi. Hein. C'est-à-dire que il y a tellement de choses à traiter dans la vie publique que c'est facile de faire semblant de faire des trucs sans s'occuper de l'essentiel. Parce que si on s'occupe pas de la création monétaire, on fait que gesticuler. Those who oppose or expose it are silenced or punished. Nothing changes. In the Soviet Union, we had a gulag. I think we have a gulag in the European Union also, an intellectual gulag known as political correctness. Non, le pire, c'est qu'il a invité Marine Le Pen l'autre jour. En général, quand on est à la rue, on invite Marine Le Pen. Oui, c'est le seul moyen de faire l'audience. Tu dis, je vais appeler les nazis. Et donc, il a invité Marine Le Pen et ça n'a pas mieux marché que Marine Le Pen. Alors, il a dit, Ce sont des gens qui ont oublié que la première fois que j'ai été aux élections, il y a 50 ans, mon deuxième de liste était noir, que j'ai été le premier homme politique français à présenter la candidature d'un arabe à la députation à Paris en 57, et j'ai été le premier à faire élire une musulmane en 86 à la région Île-de-France. C'est l'arbre généalogique de Marine Le Pen. Il n'y a pas une solidarité ethnique de la part de ces Français blancs musulmans. C'est pas parce que quelqu'un viendrait du Maghreb et que nous-mêmes nous serions issus du Maghreb que on accepte l'immigration. Non, il y a, je vous dis, les mêmes paramètres de calcul que le reste de la société, que le reste des citoyens français, c'est-à-dire mon job, ma sécurité, mon avenir, l'avenir de mes enfants. Chez les Beurs, comme chez les autres Français, Le Pen récolte les voix des déçus de la République. De ceux pour qui l'ascenseur social ne fonctionne plus. Dans l'émission d'Arthur, il y a plein d'étrangers, j'ai l'impression d'être en équipe de France. Je vous incite à voter Marine Le Pen. Fini la France, black, blanc, beurre, désormais ce sera juste blanc, blanc, blanc. Le Pen. L'affiche pour Marine Le Pen, la candidate qui vous ressemble. Moi je vois ma situation français d'origine maghrébine. C'est pas Le Pen qui m'a mis dans cette situation, qui a mis la société et toute cette frustration qu'une grande majorité de Français vivent. The Soviet Union was created by coercion and very often with a military occupation. The European Union is being created admittedly not by armed force, but by coercion and economic bullying. Bonsoir François Baudonnet, vous êtes notre expert européen en direct de Lisbonne. Alors pour y voir bien clair, est-ce qu'on peut finalement considérer que ce texte est à peu près le même que celui de 2005 mais qui revient sous une autre forme ? Alors le traité de Lisbonne qui a été signé ici derrière moi il y a quelques heures est une réplique fidèle à 90% de la Constitution européenne. Les Français rejettent la Constitution européenne. Est-ce qu'il est scandaleux d'avoir procédé ainsi? Est-ce que la démocratie européenne ce soir est perdante ou au contraire, est-ce qu'il s'agissait d'un passage obligé pour relancer l'Europe? Eh bien là je crois qu'il s'agit à chacun de se faire sa propre opinion. Qu'est-ce que Mario Draghi, nouveau directeur de la Banque Centrale Européenne, Lucas Papademos, nouveau Premier ministre grec, et Mario Monti, nouveau président du Conseil italien, ont en commun? Cherchez à savoir pour qui ils travaillent. Tous trois, de près ou de loin, font partie en Europe de ce qu'on appelle aux États-Unis le gouvernement Sachs, Goldman Sachs, la toute puissante banque d'affaires américaine, surnommée ainsi car elle y conditionne les marchés et les gouvernements.
Mario Draghi, diplômé d'économie du Massachusetts Institute of Technology, après avoir siégé dans divers conseils d'administration de banques, fut de 2002 à 2006 vice-président pour l'Europe de Goldman Sachs avant de devenir gouverneur de la Banque d'Italie. Un poste clé au sein de la banque américaine qui a notamment cette mission, vendre les produits financiers swap permettant de dissimuler une partie des dettes souveraines des États. Cherchez à savoir pour qui il travaille. Lucas Papademos n'est pas étranger à cette opération financière. S'il n'a pas travaillé pour Goldman Sachs, il fut de 1994 à 2002 le gouverneur de la Banque centrale de Grèce, un poste où il a largement contribué à faire entrer son pays dans la zone euro en participant à la manœuvre de la Banque américaine. Cherchez à savoir pour qui il travaille. Mario Monti, lui, est bien un ancien de Goldman Sachs, diplômé de l'université de Yale. Après avoir été commissaire européen de 1994 à 2004, il est nommé conseiller international de Goldman Sachs en 2005. Monti, comme Papademos, connaissent bien les rouages de la machinerie qu'ils sont censés relancer. Et s'ils évitent d'évoquer ce passé, c'est que la banque est aujourd'hui très contestée, sous le coup de plusieurs plaintes pour fraude, notamment dans l'affaire grecque, mais aussi dans la crise des subprimes. Depuis septembre 2011, le gouvernement américain a entamé à son encontre des poursuites judiciaires pour son rôle dans cette crise. Appelé en sauveur, quelle sera l'influence de ces hommes liés de près à la crise et désormais à la tête de gouvernements ou d'institutions européennes? Quel intérêt défendront-ils? Ceux des citoyens ou de la puissante banque d'affaires? Ils sont nombreux aujourd'hui à poser la question. Les marchés ont fait partir Papandréou de la présidence de la Grèce, ils ont fait partir Berlusconi. Certains diront tant mieux, mais ce n'est pas au marché de faire le travail que devrait faire le citoyen et de se substituer à la démocratie. Les marchés font ça pour les mauvaises raisons. Ils ne devraient jamais décider qui part, qui reste, qui vient. C'est grotesque, c'est vrai. Donc, les chefs d'État européens sont devenus des CEO, des patrons en fait qui répondent à des actionnaires qui sont les marchés et plus du tout aux citoyens. Les citoyens, eux, à quoi ils servent? Ils servent à payer les crises générées par les actionnaires, c'est-à-dire les marchés. C'est une dérive absolue à laquelle aucune démocratie, aucun système de valeurs comme le système de valeurs qui a fait l'Europe, qui a fait les États-Unis ne peut survivre. But again, like the Soviet Union, the European Union has within itself the seeds of its own demise. In order to continue to exist, the Soviet Union spread itself further and further. The same endemic corruption activity that we saw in the old Soviet Union has flourished in the EU. Grec annonce la mise en place d'un référendum, mais aussi d'un vote de confiance au Parlement. Objectif, faire approuver l'accord conclu la semaine dernière au sommet européen pour effacer une partie de la dette publique d'Athènes. C'est, dit-il, l'expression la plus forte de la démocratie. Un grand moment de patriotisme pour les citoyens. Alors donnons le dernier mot au peuple et laissons les citoyens décider. Un pari plutôt risqué si l'on en juge par les derniers sondages d'opinion, qui montrent qu'une grande majorité de Grecs rejettent les modalités de l'accord trouvé avec les banques. De nouvelles manifestations ont eu lieu vendredi dernier dans plusieurs villes du pays pour s'opposer aux mesures d'austérité du gouvernement de Papandréou et aux conséquences de ce nouvel accord arraché in extremis à Bruxelles, un accord qui donne davantage de contrôle aux créanciers d'Athènes. Ça y est, enfin du nouveau chez vous à Athènes, puisque Georges Papandréou a annoncé sa démission. Ça faisait 3 jours maintenant qu'on l'attendait, cette démission. Que va-t-il se passer dans les heures ou les jours qui viennent, Alexia ?
Et on a beau manifester, la dette elle est là, on l'a faite de façon démocratique, si on veut bien croire. Il faut la rembourser. Par des erreurs passées, par des erreurs originelles. Des erreurs originales que les peuples portent parce que démocratiquement ils ont élu et ou réélu les gens qui ont augmenté cette dette. In short, the same ideology underpins both systems. The EU is an old Soviet model presented in Western guise. The old Soviet system was incapable of reform, so is the European Union. But there is an alternative to being ruled by those 24 self-appointed officials in Brussels. It is called independence. You don't have to accept what they have planned for you. After all, you have never been asked if you wanted to join. I have lived in your future, and it didn't work. Unfortunately, when it collapses, and it will leave immense destruction behind, and we will be left with huge economic and ethnic problems. After 73 years, the same system in the Soviet Union resulted in more ethnic conflict than anywhere in the world. Aux mains des manifestants ce dimanche, 25 000 manifestants qui convergent vers la place du Parlement. Vous voyez encore ces images en direct, alors que ce Parlement doit entériner le nouveau plan de rigueur réclamé par l'Union européenne et le Fonds monétaire international. Précision de l'envoyé spécial de BFM TV à Athènes, Graziella Rodriguez. Les premières ici, place Syntagma, ambiance très électrique, très tendue. Les manifestants ont jeté des cocktails Molotov sur les forces de l'ordre qui ont répliqué à coups de gaz lacrymogène. Depuis tout à l'heure, donc, ambiance vraiment très tendue ici sur cette place Syntagma où ils sont venus par milliers tout au long de l'après-midi se masser devant le Parlement pour protester contre ces nouvelles mesures de rigueur qui sont en cours d'examen, en cours de débat en ce moment même au Parlement où les élus, les députés sont tous réunis. Parmi les principales mesures les plus impopulaires, la baisse du SMIC, le salaire minimum qui va passer de 750 € à 580 €. Les salariés âgés de moins 25 ans vont également voir leur salaire baisser de 10%. Il y aura également 15 000 suppressions d'emplois dans la fonction publique. Bref, des mesures drastiques dénoncées aujourd'hui par les manifestants. D'ailleurs, un drapeau européen brûlé, l'image est plutôt rare. Ce sont deux députés hongrois du parti d'extrême droite Jobbik. La Constitution écrite par et pour le peuple. Et pourquoi vous avez brûlé le drapeau tout simplement? Bon alors là, tu vois, à l'Assemblée nationale, il y a nos députés qui sont en train de voter le MES. Et c'est-à-dire une grosse perte de souveraineté au niveau budgétaire et un tas de merde financière. Mais plus que le MES, c'est la dernière goutte d'eau qui fait déborder le vase, quoi. Et le déni de démocratie avec l'Union européenne, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Et vous, pourquoi on avait une constitution, on avait une 5e République, on avait une constitution française qui était certes imparfaite, mais qui maintenait une certaine équité sociale imparfaite, à parfaire, mais là c'est de pire en pire. Aujourd'hui, ils nous ont volé la démocratie. On a une constitution européenne, on a voté non au référendum de 2005, il nous faut passer par voie parlementaire avec le traité de Lisbonne, et c'est la fin de la démocratie. C'est la fin de ce qui nous restait de démocratie. Et c'est pour ça que nous, c'est pas un geste de colère, c'est un geste d'espoir. On veut nettoyer la démocratie, tel le phénix, c'est un feu du phénix. C'est-à-dire, nous on n'est pas là pour détruire, on n'est pas là pour casser, pour apporter un message de haine, mais un message d'espoir. D'espoir au peuple, parce que c'est ce qui nous manque. On a des élections